comment avez-vous eu connaissance de ce dossier-là qui nous amène vers vous aujourd'hui? Alors ça fait déjà quelques années, c'est-à-dire qu'en 2016, il y avait une lettre qu'avait écrite le professeur Joyeux où il parlait d'une découverte formidable qui avait été faite par le professeur Fourtillon de Poitiers, qui est un pharmacologue. Il indiquait qu'il avait découvert des modifications dans les hormones qui règlent le cycle veille-sommeil. Et que ça pouvait être à l'origine de l'atteinte des cellules nerveuses dans la maladie de Parkinson, mais aussi d'autres maladies, Alzheimer, etc. Et il finissait la lettre qui était tournée sur un ton un peu humoristique en disant « Mais rassurez-vous, cher patient, il y aura bientôt un traitement à disposition pour corriger ça. » Donc l'association France Parkinson m'avait transmis cette lettre pour avoir mon avis dessus. Et j'avais fait une réponse à la lettre du professeur Joyeux en montrant que 80% de ce qui était écrit dedans était juste, mais qu'il y avait des points de causalité qui n'étaient pas prouvés et qui laissaient entendre que ce traitement allait être miraculeux pour les patients parkinsoniens, ce qui était très loin d'être démontré. Et je concluais même en disant que probablement, telle qu'était tournée la lettre, on allait voir dans les mois ou années à venir la proposition de traitement ou d'essais thérapeutiques avec ce traitement. Et puis ensuite, c'est fin 2018 où on a des informations de quelques patients qui nous signalent pouvoir participer à un essai thérapeutique à condition de faire un don à une fondation, le fonds Josepha, je crois, qui est le fonds que gère le professeur Fourtillon et le professeur Joyeux. Donc, je trouvais un peu étrange quand même de demander à des patients de payer pour participer à un essai. Et la vraie alerte à mon niveau est venue d'une collègue qui m'a envoyé des extraits d'un formulaire d'information que lui avait confié un patient en lui faisant promettre de ne pas révéler son identité parce qu'il avait peur de ne plus pouvoir participer à l'essai. Et du coup, on se disait, il y a un essai thérapeutique qui est en train de démarrer avec des points qui nous semblaient assez critiquables. Entre autres, il était demandé aux patients d'arrêter tout traitement de maladie de Parkinson. Or, on sait que l'arrêt d'un traitement de maladie de Parkinson, s'il n'est pas fait progressivement, s'il n'est pas fait sous contrôle médical, peut être quelque chose de dangereux. Donc dans la lettre, il disait, mais il faut absolument arrêter tout traitement. Il était conseillé aux patients de ne pas en parler à leur neurologue, surtout, etc. Donc là, ça nous a un petit peu inquiétés. Donc j'ai demandé à l'association d'interroger la NSM pour savoir si l'essai était déclaré ou pas, et voir un petit peu ce qu'il en était de cet essai. Là, on a eu la surprise de voir que l'essai n'était pas déclaré. Donc on a alerté la NSM en disant allez quand même voir de plus près ce qui se passe, parce qu'on a l'impression qu'il y a un essai qui démarre ou qui est sur le point de l'être et qui ne suit pas les règles classiques des essais thérapeutiques. Et donc par la suite, la NSM a fait un courrier au professeur Fourtillon qui a répondu. La réponse était manifestement pas suffisante et ils ont fait une enquête sur place et découvert qu'il y avait des patients qui se prêtaient à une recherche, il y avait des prélèvements, tout ça a été fait dans une abbaye en plus, qui n'est pas un site réglementaire pour faire de la recherche clinique, et avec un essai thérapeutique non autorisé par la NSM. Comment étaient recrutés les patients, des patients qui étaient en contact avec un médecin? Vous évoquez une collègue, c'était une collègue, un médecin traitant ou une spécialiste? Oui, c'était une neurologue et son patient lui avait probablement demandé conseil sur cet essai et lui avait montré le formulaire d'information. Donc je pense que les patients trouvaient l'information sur Internet essentiellement. Si vous allez sur le fonds Josepha, ça décrit le rationnel de cette étude, comment participer, comment faire un don. Et c'est par ce biais-là que les patients étaient recrutés pour cet essai. Après, je pense qu'il y a probablement des conférences aussi du professeur Joyeux. Je crois qu'il donne régulièrement des conférences. Et probablement qu'à cette occasion aussi, il pouvait intéresser des patients à ce type de traitement. Vous avez pu échanger avec des collègues sur ce sujet, peut-être avec le professeur Joyeux? Alors avec le professeur Joyeux, non, pas directement. Et même après la réponse que j'avais faite, il n'y a pas eu de retour particulier de sa part. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est un médecin praticien. Il n'est pas dans nos réseaux de recherche clinique neurologique ou dans les réseaux de médecins prenant en charge des patients atteints de maladies neurologiques chroniques. Donc c'est quelque chose qui est complètement parallèle du système habituel. Et cette collègue qui a été alertée, et qui vous a alerté, et dans quelle région? Dans notre région? Alors, non, elle est en Normandie, mais elle m'a alerté parce que justement j'avais fait la réponse au professeur Joyeux en 2016, donc elle savait que je m'étais intéressé au problème. Et puis bon, étant président du conseil scientifique de France Parkinson, elle voulait savoir si au niveau de l'association on avait entendu des choses à propos de cet essai, si on était au courant et savoir ce qu'il en était. Donc on a nous un réseau de recherche clinique sur les maladies neurologiques.
Et du coup, on avait fait circuler l'information dans notre réseau pour savoir un petit peu ce que les gens pensaient, ce qu'il fallait faire. Et la bonne démarche était l'alerte de l'ANSM, puisque c'est eux qui régulent la recherche clinique dans notre pays. Quels sont les risques pour les patients qui se sont engagés dans cette... Alors, pour ce que je pense savoir, les produits qui sont administrés sont des hormones que le cerveau fabrique normalement. C'est administré en patch à des doses qui sont probablement pas trop dangereuses. À la fois, je n'ai pas vu de test de toxicité précise de fait comme on fait avec tout nouveau médicament. Mais a priori, je pense que ce n'est pas un traitement dangereux. Pour moi, le plus dangereux, c'est d'arrêter brutalement un traitement anti-parkinsonien de façon non contrôlée. Donc ça peut faire prendre un risque. Et puis, il y a la dangerosité de dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'est pas suffisamment solide sur le plan scientifique et méthodologique pour arriver à une conclusion correcte. Pour vous, il n'y a pas d'intérêt, même si les produits sont connus, d'intérêt scientifique à s'engager dans ce genre de... Peut-être qu'il y a un intérêt, mais on a besoin d'autres étapes dans la recherche pour savoir si c'est intéressant ou pas. C'est sûr que dans des maladies comme Parkinson, Alzheimer, les cycles veille-sommeil sont perturbés. C'est sûr qu'il y a des modifications dans ces hormones qui contrôlent ça. Les corriger, c'est peut-être intéressant, même juste pour corriger la qualité du sommeil chez ces patients. De là, penser que ça va freiner la maladie, où on sait que ces processus de mort neuronale sont compliqués, ça fait 30, 50 ans qu'on essaie de trouver des médicaments, qu'on a pas mal de choses en recherche, mais c'est très difficile d'aller traiter des maladies neurodégénératives. Voilà, on a plusieurs essais en cours qui sont assez prometteurs, mais donc là c'était un peu étonnant que sur une idée très simple, on arrive aussi rapidement à un résultat spectaculaire sans aller vérifier sur des modèles expérimentaux que les hypothèses avancées étaient vérifiées ou pas. La démarche scientifique prend toujours du temps. Et puis après, une fois qu'on a suffisamment d'arguments avant de faire l'essai clinique, donc de bons arguments pour penser que ça va être utile et que le produit n'est pas dangereux, on rentre dans tout un processus très codifié de la recherche clinique, avec vérification de la toxicité, généralement qui est faite chez des volontaires qui n'ont pas de maladie, où on va faire des doses croissantes, et puis ensuite on fait les premiers essais chez l'humain avec maladie pour voir s'il y a ou non une efficacité, mais tout ça se fait avec des règles précises, de statistiques pour savoir combien il faut de patients, pour montrer que c'est efficace ou pas, etc. Puis après, il y a des études de confirmation. Donc globalement, un temps de développement d'un produit, c'est une dizaine d'années. Quel est votre sentiment général par rapport à ça ? Là, c'est un peu avoir voulu profiter de la détresse de patients qui... On est dans des maladies chroniques, il n'y a pas de traitement curatif aujourd'hui. On a, dans le cas de la maladie de Parkinson, fort heureusement, des traitements symptomatiques qui sont très efficaces et qui permettent de contrôler la maladie un grand nombre d'années, mais on n'a pas de traitement qui guérisse. Et c'est vrai que dès lors que vous annoncez un traitement qui va guérir en quelques mois une maladie, vous donnez un espoir à des patients qui sont prêts à tout pour saisir cet espoir, quitte à ce que ce soit une proposition un peu magique, sans rationnel scientifique, et qui éventuellement leur coûte de l'argent. Ça vous a choqué ? Oui, on était surtout inquiets de savoir que des patients pouvaient participer à une étude qui n'était pas selon les codes, le rationnel éthique, méthodologique et de sécurité des patients. C'est une première pour vous ? C'est une exception ? C'est malheureusement... Alors, sur un exemple d'essai thérapeutique, oui, parce que souvent l'essai thérapeutique, c'est quelque chose de codifié. Par contre, proposition de traitement un peu, entre guillemets, farfelu à des patients pour utiliser leur détresse et leur naïveté, oui, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement dans les maladies chroniques, et entre autres les maladies neurologiques chroniques. Il y a quelques années en Allemagne, dans une clinique très clean, impeccable, était proposé à des patients de faire des administrations de cellules souches. On sait aujourd'hui sur le plan scientifique que c'est une piste intéressante, mais il n'y a encore aucune démonstration d'efficacité scientifique de cette approche. On leur prenait entre 15 et 20 000 euros pour un traitement probablement non efficace. Qu'est-ce qu'on peut donner aux patients et aux familles comme conseil pour se prémunir, justement pour éviter de tomber dans des pièges ? Parce qu'en vous écoutant, je vous laisse passer madame, je vous en prie. En vous écoutant, on a vraiment l'impression que ces patients et ces familles, sûrement ceux qui les entourent en toute bonne foi, se sont dirigés vers des pièges ou des miroirs aux alouettes peut-être. Oui, je pense que faut se méfier de tous les gens qui peuvent chercher, tirer profit de patients en détresse, en recherche de solutions que la médecine et la science actuelle ne proposent pas. Je pense que les choses raisonnables, c'est d'en parler à son médecin, son neurologue traitant pour les maladies neurologiques. C'est généralement quelqu'un qui
qui prend un patient en charge dans son intérêt, hein, parce que bon, on entend toujours sortir des histoires de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Ça peut exister sur des cas particuliers, mais la majorité, fort heureusement, des médecins sont plutôt de bonne foi. Donc en parler à son médecin, à son spécialiste, en parler aux associations de patients. Les associations de patients, c'est des associations faites par des patients, pour les patients. Généralement, ils ont une information qu'ils font valider par un conseil scientifique. C'est le cas de l'association France Parkinson. Les informations sont à peu près fiables. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, un patient va pouvoir trouver plein d'informations. 80% sont probablement justes, mais il y a aussi des informations fausses, des informations avec des gens qui ont des intérêts derrière à séduire avec des traitements magiques des patients en recherche de solutions miracles qu'aujourd'hui la science ne propose pas. Vous avez évoqué 2 ou 3 fois même, je crois, Internet. Hein. C'est vraiment ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, se laisser attirer par... Oui, il y a toujours très vigilant sur l'information qui existe sur Internet. Il y a du très bien, il y a du plus farfelu, et c'est difficile, même pour un scientifique, de savoir quelles sont les informations valables ou pas. C'est très difficile de savoir si une information qui est présentée est scientifiquement valable. Hein. C'est tout un métier. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la science, et même pour la réponse, par exemple, au professeur Joyeux, il m'a fallu une demi-journée de travail pour argumenter, pour aller retrouver des éléments scientifiques démontrant que ces propos n'étaient pas suffisamment valides. Quelle suite vous attendez? Quelle suite vous espérez? Bon, déjà, immédiatement, l'essai a été interrompu. Il y a une information pour les patients qui ont reçu les patchs de prendre contact avec leur médecin, avec leur neurologue pour vérifier qu'il n'y ait pas de toxicité. Et puis, il y aura certainement des suites judiciaires, puisque la loi interdit fort heureusement de faire un essai thérapeutique chez l'humain sans suivre toutes les règles qui sont très strictes pour assurer la sécurité du patient et puis pour que le patient participe avec une méthodologie qui fait que les résultats qu'on obtient de la recherche sont des résultats valides.